C'est parti, épisode numéro 2 de notre petite série de 30 jours en 10 minutes. Alors là, ça va être 28 jours en 10 minutes puisque c'est le mois de février 2023. Donc c'est parti, petit rappel pour ceux qui découvrent cette vidéo. Le concept de la série, c'est que j'ai envie de documenter mon parcours entrepreneurial, mes aventures, mes réflexions, bref, tout ce qui se passe dans les coulisses de mon entreprise qui s'appelle Sauce Writing. Et si vous ne me connaissez pas, moi je m'appelle Valentin Decker. J'ai donc créé Sauce Writing début 2020. Sauce Writing, c'est une école d'écriture en ligne qui aide les professionnels, donc ça peut être des freelances, des salariés, des consultants, peu importe, à maîtriser le super pouvoir qu'est l'écriture, sous toutes ses formes. Et donc j'ai créé cette série de vidéos pour documenter tout ce qui se passe dans les coulisses, dans la face cachée de l'entreprise. Alors, on commence par le mood du mois. Le mood du mois, il est dans la lignée du mois de janvier, à savoir... Je suis focus, je suis bien discipliné, j'ai un rythme de vie qui est assez sain, j'essaie de faire du sport, j'essaie de bien manger. Et mes journées, il y a en ce moment un bon degré d'intensité. Je vous en parle un peu plus tard, mais j'ai aussi parfois des petites pointes de stress par rapport à tous les projets qui sont en cours, notamment le défi Brick, dont je vous reparle, mais qui est un énorme projet avec beaucoup de choses et qui va arriver en mars-avril. Donc ça fait partie des gros sujets du moment. Mais globalement, je me sens plutôt bien déterminé, focus, et je fais en sorte d'éliminer cette anxiété en étant rigoureux dans mon passage à l'action. Et j'ai toujours mon petit carnet où dès que je sens que je me pose des questions, je note un peu, c'est un petit travail d'introspection, je prends des notes dedans et ça m'aide beaucoup à y voir plus clair dans mes pensées. Comme d'habitude, en fin de vidéo, je vais vous partager les petits chiffres sur le mois de février. On va dérouler la structure classique en commençant par les projets du mois. Bon, février, ça a encore été un mois très rempli, très chargé pour Sauce Writing. Déjà, au niveau des accompagnements que je délivre, j'ai animé la nouvelle version de mon bootcamp d'écriture en ligne. Donc c'est un bootcamp centré vraiment sur la compétence d'écriture, donc comment est-ce qu'on progresse sur les structures, les méthodes, comment est-ce qu'on va, moi j'aime bien dire de passer d'un 14 sur 20 à un 16 sur 20 sur vraiment cette compétence d'écriture et de storytelling pur. C'est vraiment ça que j'apprécie. Donc là j'ai eu ce nouveau bootcamp qui dure 3 semaines. J'ai eu 11 participants et je suis très content des résultats, je suis très content de l'animation, je suis très content de l'implication des participants. J'ai trouvé que globalement la formule avait bien fonctionné. J'ai fait des améliorations par rapport aux versions précédentes que j'avais testées et donc ça a plutôt bien marché. Je vais certainement partager dans les prochains jours les articles participants sur les réseaux ici et là. Je ne sais pas encore quand est-ce que je l'animerai à nouveau. C'est sûr que je le ferai. Par contre, je ne sais pas quand ce sera et ce sera certainement après l'été. Ce qui est dingue, c'est qu'on est en février et le calendrier est déjà rempli jusqu'à pratiquement septembre. Donc c'est assez fou. Mais donc je vous tiendrai au courant si jamais le bootcamp vous intéresse. Deuxième sujet, j'ai animé le 4e week-end d'écriture. Donc je fais des week-ends d'écriture également. On était 6. On a dans un Airbnb à Lyon, sur la Croix-Rousse pour ceux qui connaissent. Comme d'hab, c'était génial. Des super rencontres, des super participants, des super profils et des super discussions. Troisième sujet, j'ai animé une masterclass ChatGPT que j'ai co-animé justement avec l'une des personnes qui était venue à ce week-end qui s'appelle Jean-Baptiste Bertou. Et on était en live pendant 1h30 pour partager des secrets d'utilisation, plein de conseils pour tirer le maximum de ChatGPT. Jean-Baptiste, il a vraiment poncé le sujet et il est très très bon là-dedans. Il commence à structurer une activité autour de ça, donc c'était hyper intéressant. On a eu une quarantaine d'inscrits avec des bons retours. Très satisfait là-dessus. C'était un petit projet one-shot, une petite collaboration que j'ai testée. Pareil, j'étais content. Ça m'a pas pris trop de temps au final et je pense qu'on a délivré de la bonne valeur. Plutôt cool. Quatrième point, des accompagnements que j'ai délivrés en février. Accompagnement individuel, donc ça c'est assez classique. Je coach 3 personnes en individuel en ce moment et avec plusieurs volets. Écriture, création de contenu, stratégie business, marketing, tout ce qu'il y a autour d'une activité, soit de créateur de contenu avec un business autour, soit de freelance. J'ai envoyé bien sûr la nouvelle édition de Pygmalion, dans laquelle d'ailleurs j'ai annoncé que je recrutais moi-même pour Sauce Writing. Je vous en parle un peu plus bas sur la partie SEO. Et je vous en parle, là je prends le temps d'en parler parce que c'est vraiment important. Le gros projet du mois de février, en tout cas le gros projet sur lequel je travaille en coulisses, c'est le défi Brick. Je vous parle un tout petit peu du défi Brick, c'est la 2e édition qu'on le fait. Le défi Brick, c'est un défi quotidien de création pendant 21 jours pour encourager tous les créateurs, donc que ce soit des freelances, entrepreneurs, indépendants, salariés, peu importe, à créer du contenu tous les jours sur les réseaux et se faire remarquer. Le but il est simple, c'est que pendant 21 jours, chaque participant publie une brique, donc c'est une création sur le format de son choix, LinkedIn, Twitter, Insta, peu importe, blog, newsletter, etc. Publie tous les jours pendant 21 jours, dans le but de se faire connaître, de construire un peu son muscle de la création, de construire son audience, pourquoi pas trouver des clients, bref, il y a plein de bénéfices qu'on peut imaginer quand on poste tous les jours. Et le but c'est de créer un cadre qui soit sain, qui soit stimulant, qui soit motivant avec des conseils pour faciliter, pour encourager le passage à l'action. C'est vraiment ça qu'on veut faire.
Je fais ce projet en collaboration avec Kylian Talin, qui était mon ancien collègue chez Live Mentor et qui, lui, maintenant a créé Inspiration Créative. Donc l'année dernière, ça avait cartonné le défi brique et là, on va le refaire en 5 fois plus gros. Parmi les nouveautés, on aura une équipe d'ambassadeurs qui seront avec nous, donc qui sont eux-mêmes des créateurs que vous connaissez certainement, je ne vais pas vous les spoiler là, mais qui vont nous aider à animer le défi et à faire un maximum de bruit pendant ces 21 jours. Et surtout, on va enchaîner le défi qui sera donc en ligne par un tour de France en physique. Et donc, on va partir à la rencontre de tous les créateurs de France pendant 10 jours en van, donc avec Kylian et nos équipes. Donc on aura Mathias qui sera avec moi, on aura Maël qui sera avec Kylian et plus un monteur vidéo. On va sillonner la France pendant 10 jours pour, dans chaque ville, animer une petite soirée de conférence et surtout rencontrer les créateurs, faire du networking, passer un super moment. Et le but, c'est de faire du contenu de tout ça. Donc, on va faire un maximum de contenu, aussi bien format short, donc des vidéos sur Insta, etc., pour documenter le Tour de France et surtout un énorme documentaire à la fin pour faire un récap là-dessus. Donc, si vous êtes dans l'une des 10 villes que je vous vais citer dans un instant, venez nous voir, ça va être assez dingue. Donc les villes, on sera à Nantes le 18 avril, à Bordeaux le 19 avril, à Toulouse le 20 avril, Marseille le 21, Nice le 22, Lyon le 24, Strasbourg le 25, Lille le 26, Paris le 27 et Rennes le 28. Si vous êtes dans le coin de l'une de ces villes, notez la date. Je vous le redirai encore, mais venez nous voir parce que ça peut vraiment être ouf. Les inscriptions au défi en ligne. Au niveau des dates, le défi en ligne, les inscriptions démarrent le 13 mars, donc je ne sais pas précisément quel jour sera publiée cette vidéo là, mais dans les prochains jours, le 13 mars. Ensuite, le défi vraiment, il démarre le 27 mars sur 3 semaines, donc surtout sur le mois d'avril. Voilà. Et puis, dernier point pour vous montrer à quel point c'est beaucoup de travail. Donc en plus de tout ça, avec Kylian, on va publier un livre, je vous en dirai plus prochainement, mais un livre autour de la création, autour des apprentissages du défi brique de l'an dernier, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, qui va sortir en avril, en même temps que le défi. Et donc là aussi, il y a beaucoup de travail pour tout finaliser, la couverture, la relecture, etc. On travaille en sous-main là-dessus. Donc ça, c'est pour les accompagnements que je délivre. Sujet numéro 2, les chantiers marketing de Social Writing. Donc vous savez, si vous avez suivi la première vidéo de janvier, je vous invite à aller voir si ce n'est pas le cas. L'un des gros focus sur 2023 pour moi, c'est de développer la partie média / acquisition de Social Writing, avec 2 focus sur le moment, le SEO et LinkedIn. C'est les 2 canaux que j'exploite à fond. Sur le SEO, en février, je suis content parce qu'on continue sur la bonne trajectoire. J'ai fait un beau travail au niveau des backlinks, où je suis allé solliciter pas mal de backlinks pour le SEO. Ça prend bien. J'ai fait pas mal d'optimisation aussi avec Your Text Guru, donc ça c'est chouette. Je vous le disais, j'ai mis une offre dans Pygmalion pour recruter un ou une freelance pour travailler avec moi pour faire des articles SEO. Donc j'ai envie qu'on accélère là-dessus. Et donc, on a publié un premier article qui est top. Il se trouve que la freelance avait fait l'un de mes précédents bootcamps, donc je la connaissais très bien. Mais donc, j'ai encore une fois vu qu'elle est efficace, qu'elle bosse bien, qu'elle fait l'extra mile et que voilà, elle est rigoureuse. Elle prend des initiatives, donc ça c'est très bien. Je suis très content de cette collaboration, donc on va continuer dans les prochains mois pour publier un maximum d'articles, donc pour augmenter la production de contenu. Je réfléchis à adjoindre ces efforts en SEO sur le blog, d'efforts en SEO sur YouTube, donc me servir de tous les articles qu'on produit pour en faire des vidéos. Et que ça prend du temps, etc. Mais un truc que j'ai en tête. D'ailleurs, retour intéressant, donc j'ai partagé cette offre d'emploi pour bosser avec moi dans Pygmalion. Pygmalion, j'ai à peu près 110 personnes, donc 110 rédacteurs, content marketeurs, copywriters qui payent chaque mois pour recevoir des offres de mission en freelance, des opportunités de mission en freelance. Et j'ai reçu que 5 candidatures. Alors j'ai plein de gens qui m'ont dit « Ah mais je pensais que ça allait être blindé, je pensais qu'il y a plein de gens qui allaient t'envoyer un message, je pensais qu'on allait être 50 à postuler. » En fait, j'ai eu que 5 candidatures. Les 5 étaient très quali. Donc là-dessus, c'était très chouette. Mais comme quoi, ça prouve que c'est pas le fait d'avoir une information qui fait la différence, mais c'est le fait de passer à l'action. C'est le fait de mettre de côté tous les doutes, toutes les peurs qu'on peut avoir et se dire « Ok, c'est pas grave, j'y vais. Et au pire, c'est pas grave, ça marche pas, tant pis. » J'ai fait un post LinkedIn là-dessus, justement, pour parler de ça. Mais c'est plutôt bien, on continue. Transition pour LinkedIn. Ma présence était plutôt OK en février. Je vous en parle avec les chiffres. J'ai pas fait d'énormes posts, mais j'ai quasiment posté un post tous les jours ouvrés, donc c'est plutôt bien, j'étais plutôt consistant, on continue. Je pense qu'il faut être vigilant à ne pas vouloir que des pics et ne voir que les pics à la hausse, mais plutôt, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt le process, donc est-ce que je suis consistant dans mes efforts, dans moi, les inputs que je mets dans LinkedIn. Ça a été le cas, donc je suis plutôt... Enfin, dernier sujet, un petit point annexe qui rentre pas ni dans les prestations que je délivre, ni dans les chantiers marketing, mais j'ai co-animé un gros événement à Lyon avec 150 freelances, avec Little Big Connection et plein de partenaires.
J'ai eu la chance d'être un peu l'animateur de la soirée, donc c'était très cool, avec des bons speakers, Alexis Minkela notamment, Samuel Durand, qui sont des bons amis. J'ai beaucoup aimé cet événement, j'ai beaucoup aimé cette casquette de poser des questions et d'animer un peu la soirée. Donc pourquoi pas à refaire par la suite. Donc pareil, si vous êtes à Lyon, pensez à me suivre sur les réseaux parce que je communique pas sur les réseaux. Voilà pour la première grosse partie de cette vidéo qui sont les projets du mois. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses. Passons à la rubrique suivante qui sont les réflexions du mois, un petit peu les idées que j'ai eues, les pensées que j'ai envie de vous partager par rapport à mon business et par rapport à mon parcours entrepreneurial. Idée numéro 1, pareil, j'aime bien, dès que j'ai des petites idées comme ça, j'aime bien faire des posts LinkedIn. J'avais fait un post LinkedIn de ça, mais c'est de dire que, en fait, la clé, je pense, et je le vois d'autant plus depuis le début de l'année, c'est d'être simple dans la stratégie, mais par contre, être féroce, ultra rigoureux dans l'exécution. Donc, je vous le disais, depuis plusieurs mois, mon focus principal, c'est l'acquisition marketing, c'est le chantier SEO dont je vous parlais, c'est mes efforts sur LinkedIn, parce que, selon moi, ce sont les actions, les stratégies qui vont avoir le plus de levier sur la croissance et la trajectoire de Socialwriting. Et je vous disais que pour moi, c'était le fait de me concentrer là-dessus, c'était un shift important parce que j'ai un profil touche à tout, j'ai un profil de curieux et j'aime bien tester plein de choses. Et là, je vois bien que depuis que j'ai fait ce choix de me focus là-dessus, je dois régulièrement me rappeler à l'ordre en me disant « Non, Valentin, reste focus, pars pas dans tous les sens. Tu as un truc qui est le SEO, qui est LinkedIn, continue à entre guillemets, le défoncer, continue à être rigoureux là-dedans. » Je me suis noté d'ailleurs, le 15 février dans mon carnet, une petite pensée. Je me disais que mes efforts en SEO commencent à porter leurs fruits et mon cerveau se met tout de suite en quête de nouvelles idées. Je réfléchis déjà à ce que je pourrais faire d'autre. Ah, je pourrais faire ça, je pourrais faire ci. Et en fait, évidemment, c'est un défocus total et c'est exactement ce que je ne dois pas faire parce que je suis encore loin d'avoir exploité tout le potentiel du SEO. Pareil sur LinkedIn, je ne suis qu'à 1% de tout ça et c'est surtout pas le moment de faire autre chose. Alors même que les intérêts composés, la fameuse boule de neige, est en train de se déclencher, est en train d'accélérer. Donc je dois garder mes œillères, je dois débrancher mon cerveau et je dois foncer. Encore une fois, je reviens sur l'importance de rester focus sur les sujets importants et de ne pas se disperser. Moi, j'ai un profil, encore une fois, j'aime bien aller dans plein de directions. Et pourquoi je dis ça ? Parce que ce qui est dingue, c'est que la stratégie que je déploie, le SEO LinkedIn, elle n'a rien d'extravagante, elle n'a rien d'extraordinaire. On le sait tous, en fait. Moi, ça fait 10 ans que je connais le SEO. Pourtant, je me suis inventé des histoires, je procrastinais et je le faisais pas. Et je pense que c'est un peu comme ça dans la majorité des business, on se torture la tête pour faire une stratégie un peu complexe, etc. Et très souvent, il n'y a pas besoin de faire des choix révolutionnaires, il n'y a pas besoin de faire des stratégies extravagantes. Il y a simplement besoin de faire un choix, de s'y tenir suffisamment longtemps et de se concentrer là-dessus. On n'a pas besoin d'aller partir dans toutes les directions. Et la vraie différence, elle ne se fait pas sur le choix de la stratégie, mais elle se fait sur l'exécution. Et cette exécution, elle doit être rigoureuse et féroce, entre guillemets. J'ai lu ce livre, c'est marrant parce que j'ai lu ce livre qui s'appelle Becoming Trader's Joe, d'un homme qui s'appelle Joe Coulomb. Trader's Joe, c'est une marque de supermarché un petit peu, je vais qualifier de bobo, mais c'est pas péjoratif, mais un petit peu haut de gamme, on va dire, aux États-Unis. C'est né en Californie. Et donc ce livre, c'est l'histoire de Joe Coulomb qui a créé cette marque-là, et donc il explique comment est-ce qu'il a fait du business à sa manière et a malgré tout a battu les gros acteurs du marché. Et donc il raconte toute l'histoire de Trader's Joe, c'est très intéressant. Et dès le début du livre, il dit un truc qui fait exactement écho à ce que je disais là, à savoir, il y a une citation qui est traduite qui est « Si tu adoptes une stratégie qui semble raisonnable plutôt que d'attendre d'avoir la stratégie parfaite et que tu t'y tiens, donc à cette stratégie qui est raisonnable, alors tu as beaucoup plus de chances de réussir. » Ce qu'il dit, c'est choisis une stratégie, même si elle n'est pas parfaite, même si elle n'est pas révolutionnaire, et tiens-toi-y. Car, en fait, le fait de vouloir choisir la stratégie parfaite, ça demande d'avoir un niveau d'information qui est parfait sur la situation. Ça, c'est ça, en fait, théoriquement. Sauf que cette situation, elle n'existe pas. On n'aura jamais le niveau d'info parfaite. C'est impossible. Surtout sur des business où c'est très complexe, c'est très mouvant, c'est très changeant, il y a plein de choses qui se passent. Donc si on attend d'avoir tous les éléments pour se dire « Ok, j'étudie précisément le truc », en fait, ça ne marche pas. Ce qu'il faut, au contraire, c'est choisir une stratégie, choisir un canal, dans le cas du marketing, choisir un canal, et se dire « Ok, peut-être que c'est pas parfait. Par contre, ce canal, je vais y aller à fond et je vais l'exploiter. Et je vais ne pas faire tout le reste. » Et je le vois très très bien un peu dans mon univers, dans Socialwriting, dans le fait de faire une école en ligne. Il y a plein de manières de réussir. Il y a plein de stratégies qui marchent. Certains, moi j'en vois, mais certains entre guillemets de mes concurrents, certains ne sont que sur LinkedIn, d'autres ne sont que sur SEO, on ne les voit jamais mais ils ont des énormes boîtes. D'autres fonctionnent uniquement avec des tunnels de vente, avec des ads.
il n'y a pas une manière de faire. Tout peut fonctionner. Par contre, le piège, c'est de vouloir un peu tout faire en même temps. C'est de ne pas faire de choix parce qu'on ne sait pas vraiment, on veut attendre d'avoir l'information parfaite. Et donc, en fait, il ne se passe rien. La bonne manière de faire, c'est plutôt se dire qu'est-ce qui me paraît pertinent aujourd'hui par rapport à mes forces, par rapport à ce que je pense être logique, et j'y vais à fond. Et je mets suffisamment d'efforts pour que ça ait le temps de compound, ça ait le temps de vraiment marcher. Je suis vraiment dans cet état d'esprit-là pour le SEO et pour LinkedIn. Voilà. Et le livre, je le recommande plutôt. Alors, il est un peu complexe, il est un peu dans les détails d'un business de retail. Donc, si vous êtes dans le retail, il est très bien. Sinon, bon, voilà. Ensuite, deuxième point que j'en ai partagé, c'est ma vision du SEO à l'ère des IA. J'ai fait une masterclass sur ChatGPT. C'est un sujet dont on parle beaucoup. Un sujet sur lequel je me questionne aussi. Parce que c'est vrai que si on tire le fil, on se pose des questions. Notamment sur le SEO, où j'avais fait un trait Twitter là-dessus, où je disais « Quel est l'avenir du SEO dans un monde où l'on peut poser n'importe quelle question et obtenir une réponse en 10 secondes au moyen d'un simple chat ? Est-ce que ça vaut encore le coup d'optimiser des articles, de bosser des articles, de les optimiser pour Google, alors que je peux poser une question à un chat et j'ai une réponse en 5 secondes ?» Question légitime. Et donc, moi, mon opinion, c'est que je pense effectivement que pour toutes les requêtes qui demandent une réponse rapide, binaire, factuelle, les IA vont écraser tous les sites. Si vous avez un business qui repose sur quelle est la météo, une question où je peux donner une réponse noire ou blanche tout de suite, très très compliqué. Et il n'y a absolument plus aucune raison d'aller lire un article de 1000 mots pour trouver une réponse. Ça n'a pas de sens. La réponse, elle tient en une phrase, autant la donner. En revanche, et c'est là la beauté des choses, c'est que pour la plupart des requêtes, la plupart des questions, la plupart des problématiques, il n'y a pas de réponse binaire, il n'y a pas de réponse simple, il n'y a pas de réponse noir ou blanc. C'est de la nuance, ça dépend des situations, ça dépend du contexte, c'est une explication qui demande davantage d'être creusée. Et là-dessus, sur ces questions-là, je pense que l'IA ne changera fondamentalement pas grand-chose. Et mieux encore, je pense que l'IA, elle va encourager les créateurs de contenu à faire davantage d'efforts pour sortir du lot. La réflexion que j'ai quand je fais du SEO, c'est de me demander comment est-ce que je peux faire un article que l'IA ne pourra pas faire. Parce que pour moi, elle est là à la sortie, pour ceux qui créent du contenu. Là, on parle du SEO, mais c'est valable sur tous les sujets. Et donc, pour moi, ce que je fais, c'est que j'appuie mes articles sur une expertise réelle, sur des contenus subjectifs. Je me base sur mon expérience, je me base sur des choses que j'ai vues, sur des conversations, sur des choses personnelles. Tout ce que, par définition, une IA ne peut pas avoir ou pas encore avoir. Peut-être que dans 20 ans, elle les aura, mais elle les a pas encore. Et je pense que plus il y aura de contenu standardisé, parce que c'est ce que va faire l'IA, elle va permettre de produire des contenus en masse très facilement standard. Ça, c'est certain et ça va arriver. Donc plus il y aura de contenu comme ça, plus on aura besoin de contenu, de points de vue, d'opinion, de contenu subjectif, de gens qui apportent des choses, d'être dans l'éditorial, d'être dans, pas juste dans le factuel. Et donc pour moi, c'est une excellente nouvelle pour ceux qui font un vrai travail de fond sur leur contenu. Et c'est exactement la vision que j'ai sur mes articles. Donc voilà. Donc, si vous faites du SEO, vous avez encore un bel avenir devant vous, à condition de bien faire les choses et de ne pas se contenter juste d'une collection de faits, mais d'appuyer tout ça sur vraiment du concret. Troisième sujet, j'ai vraiment envie, alors c'est ce que je fais depuis quelques temps, mais de reprendre le contrôle de mon attention. J'ai vraiment envie de prendre soin de ma capacité de focus et de concentration. Parce que j'avais lu l'excellent Deep Work de Cal Newport, que je recommande à tout le monde, qui explique très bien que la denrée rare de notre époque, pour un individu, c'est la capacité à être concentré. C'est la capacité à faire du deep work, à savoir à faire 1-2 heures de travail focus sans interruption. Et toutes les apps, tous les réseaux sociaux, notamment avec l'explosion des contenus courts, en fait, ils sont en train de détruire notre attention, notre capacité de concentration, et ça nous empêche de vraiment nous concentrer pour faire le travail nécessaire pour que ça fonctionne pour nous. Il y a un espèce de paradoxe où, d'un côté, notre concentration elle est détruite, parce qu'on n'est plus capable de rester focus longtemps, et de l'autre côté, le travail qui est récompensé aujourd'hui dans notre économie, c'est le travail qui demande d'être focus longtemps. Faire du contenu, bosser sur une boîte, bref, n'importe quel... dans le cadre d'écriture, c'est particulièrement frappant. Pour écrire, il faut être concentré, il faut ne rien faire d'autre pendant une demi-heure et 1 heure, être vraiment à fond dans la tâche. Et il y a plein de gens qui ne sont plus capables de le faire. Donc moi, je veux vraiment être très très vigilant là-dessus. Et d'ailleurs, ça fait écho à une tendance que je vois de plus en plus, qui est, je me suis marqué, le backlash, le retour de bâton des contenus courts. Je sens qu'il y a une overdose qui monte, des contenus TikTok, des contenus short, machin. On n'en peut plus en fait. C'est une espèce de boulimie où on a envie de les vomir ces contenus-là. Ok, peut-être que sur le moment, ils nous apportent 5 minutes de réconfort, mais ces contenus ils ne servent à rien, ils ne laissent aucune trace
Et au contraire, ils nous volent du temps. Et je vois de plus en plus de créateurs qui parlent de ça. Il y a eu des excellentes vidéos de Léo Duff que je vous invite à voir sur comment TikTok a baisé le cerveau d'une génération et comment est-ce qu'on peut reprendre le contrôle de notre attention. C'est des basiques, c'est simple, mais c'est incroyablement vrai. Et je pense qu'il faut être extrêmement rigoureux par rapport à ça. J'ai regardé un vlog d'Antoine BM qui parlait de ça aussi. Il expliquait qu'il avait supprimé toutes ses applications à feed infini, donc les Insta, les LinkedIn, les Twitter. Et donc moi j'ai aussi envie d'être vigilant par rapport à ça. J'avais fait un post LinkedIn justement sur l'overdose des contenus courts et ce truc de notre cerveau a sans cesse besoin d'être alimenté. C'était mon post d'ailleurs qui a le plus marché en février. Donc encore une fois un indicateur qu'il y a un truc qui se passe là-dedans. Et donc voilà, moi je sens que je vais être vigilant par rapport à ça. D'autant plus que je sais très bien que je peux facilement me faire happer par mon téléphone et passer des heures à scroller. Donc là j'ai fait des choses très simples mais qui fonctionnent. J'ai supprimé l'application Twitter de mon téléphone, j'y vais uniquement sur l'ordi. Et sur LinkedIn, j'ai encore été plus radical. J'ai un bloqueur de feed pour mon ordi. Donc là, je peux uniquement poster, voir mes messages et voir mes notifications. Mais j'ai pas le feed, c'est très bien. Et je n'ai plus l'application sur mon téléphone. Donc là, c'est parfait. Et tout ça, ça me renforce encore dans mon approche du contenu qui est un peu contre-intuitive, mais finalement pas tant que ça. C'est que j'ai envie de faire moins, mais mieux. En fait. Et dans mes bootcamps, ce que je prône, c'est plutôt l'approche de comment est-ce qu'on fait un contenu qui va être intemporel, qui va être sur le temps long, qui va être non soumis à un algorithme, qui va faire qu'on aura une brique, qu'on aura posée, dont on sera fier et qui va durer, qui sera pertinente. Et qui n'est pas juste pensée pour un algorithme et performer en 5 secondes. Ça, je pense que on va en revenir de plus en plus. Voilà. Quatrième petite réflexion du moment qui est ma position sur le CPF et le financement des formations. On me demande souvent, est-ce que tes formations, elles sont datadockées? Est-ce que tu es finançable? Est-ce que tu peux être pris en charge par Pôle emploi, machin? Alors, je l'ai été à un moment en passant par un organisme qui peut louer des certifications. Donc c'est un moyen d'être finançable mais sans faire soi-même les démarches. C'était plutôt bien, même si en fait j'ai arrêté tout ça. Donc aujourd'hui je ne le suis pas. Aujourd'hui, aucun de mes programmes n'est finançable. Ma position, c'est que déjà, je trouve que quand ta formation elle est finançable, ça n'attire pas forcément les bonnes personnes. Moi, mes programmes, c'est donc le bootcamp ou l'accélérateur, c'est des programmes qui demandent un réel investissement, qui demandent du temps, qui demandent de l'énergie, parce que je pense que c'est uniquement comme ça qu'on apprend, qu'on progresse et qu'on a des résultats. Dans le cadre de l'accélérateur pour les freelances, le but, c'est vraiment qu'on passe à l'action, c'est qu'il se passe des choses et c'est qu'on génère du chiffre d'affaires. Et j'ai vu que quand une formation est financée, ça n'attire pas forcément le même profil de personnes. Et les personnes sont forcément moins impliquées, moins investies. Donc ça c'est le premier point. Et moi je ne veux pas ces personnes-là. Je veux plutôt des personnes qui disent ok, moi j'investis dans moi, dans mes compétences, dans ma carrière. Je suis sérieux avec ça. Moi c'est ces gens-là que je veux attirer. C'est très lourd à gérer en termes d'admin, de paperasse. Et clairement j'ai pas du tout envie de me prendre la tête avec ça. Ensuite, je trouve également que c'est très dangereux. En termes business, ça fait peser un gros risque de dépendre du financement. Parce que là clairement, les boîtes, il y en a plein qui font des formations et qui dépendent du financement. C'est des boîtes qui dépendent sur un acteur externe en fait, qui du jour au lendemain peut décider de couper les vannes. Il peut y avoir des régulations, il peut y avoir des changements. Et tout ça, ça fait peser un risque très lourd sur le business. Alors oui, je pense qu'à court terme, on peut aller beaucoup plus vite, beaucoup plus haut, beaucoup plus loin en débloquant le financement. C'est évident, c'est certain. Par contre, je m'interroge sur la viabilité long terme de ça. Peut-être qu'on peut faire un coup sur 2-3 ans. Mais si on veut créer une boîte qui va durer peut-être 5, 10, 15 ans, pas sûr que ce soit la meilleure option. Et moi, ce que j'ai envie de faire, c'est me focus sur les fondamentaux du business. Attirer du trafic et, entre guillemets, le convertir. Donner fondamentalement envie aux gens de suivre mes programmes. Donner envie aux gens d'aller plus loin avec moi. Parce que, en fait, les gens ont envie de le faire. Et pas parce que c'est gratuit et c'est finançable. Pour moi, c'est pas une bonne raison. Et je pense que je peux largement bâtir un bon business avec ces fondamentaux-là, donc sans financement. Et ensuite, je me dis que, parce que je n'exclus pas un jour de faire du financement, c'est une option, mais je me dis que si je le fais, c'est uniquement de l'huile que je mettrai sur un feu qui existe déjà. C'est un petit coup de boost sur un business qui est déjà sain, qui tourne déjà et qui fonctionne en fait. Donc voilà ma position là-dessus. On va terminer cette vidéo avec les chiffres du mois et puis les projets du mois à venir. Donc les chiffres du mois, rappel d'objectifs, moi j'ai des targets de process, des targets de ce que je dois faire plutôt que de chiffres dans l'absolu. Pour moi ça fait pas de sens de me dire ah j'aimerais tant de trafic ou ah j'aimerais tant de CA. C'est plutôt par exemple sur le SEO, ma target c'est
écrire 1 heure tous les jours. Donc j'ai un créneau tous les matins du SEO. Parce que je sais que si j'ai ce créneau d'1 heure tous les jours, à la fin les choses avancent et ça va dans la bonne direction. Et pareil sur LinkedIn, j'ai une target de 15 posts par mois, donc c'est pratiquement un post tous les jours ouvrés. En termes de février, ce qui s'est passé sur le SEO, alors j'ai fait des belles perfs, d'autant plus que c'était un mois avec 3 jours de moins. On a eu 28 jours en février, et donc en termes de nombre d'impressions, j'ai fait 44 000 impressions, plus 6 000 par rapport au mois précédent. Très bien. Et pareil, nombre de clics, on approche les 1000, j'ai fait 921 clics, plus 72 versus mois précédent. Très bien, je suis très content. En termes d'articles publiés, par contre, c'est pas ouf, on a publié que 3 articles en février. Mais bon, c'est pas grave, j'ai fait un peu d'optimisation. Il y en a déjà, je pense qu'en mars, on va reprendre un bon rythme, surtout avec la freelance qui va travailler avec moi. Et en termes de posts LinkedIn, j'en ai publié 16, donc objectif de 15 atteint. Mon post qui a le plus marché, il a fait 10 000 impressions. C'est pas incroyable, mais c'est bien. Surtout que je suis content du fond et du message qu'il transmet. Et c'est le fameux post sur l'overdose de contenu court. Se dire que, ok, le contenu court, c'est cool, ça donne un shot à court terme. Par contre, à long terme, qu'est-ce qu'on en retient? Rien. Et pire que ça détruit littéralement notre cerveau. Et donc, je disais que, voilà, dans ce post, j'explique que je pense qu'il y a une trend qui va se passer vers le retour à moins, mais mieux. Voilà, je vais me débrancher de tout ça. Par contre, je vais lire des contenus plus qualitatifs. J'en lirai moins, mais des meilleures choses. Donc moi, c'est là-dessus que je veux aller. Et c'est un post qui a beaucoup résonné, donc je suis très content. Et enfin, au niveau du chiffre d'affaires, la répartition de mon chiffre d'affaires, donc mes formations, bootcamp, un peu d'accélérateur, week-end, masterclass, et 2-3 petits trucs ici et là, représentent 90% de mon CA. Et Pygmalion, 10%. Pygmalion, ma newsletter payante. Et je précise, pour les coachings individuels que j'ai fait en février, la facture sera faite sur mars. Donc je ne les prends pas en compte là-dessus, même si ça représenterait, pareil, entre 5 et 10% de mon CA. Voilà pour les chiffres du mois, donc plutôt bien. On continue sur la bonne trend. Je suis très content. Et sur le mois à venir, donc là, bon, vous l'avez vu, il y a l'énorme défi Vric qui va être lancé le 13. Donc là, il y a encore pas mal de trucs à faire, mais ça avance bien et ça va vraiment être chouette. L'accélérateur freelance qui démarre en mars. Donc ça va être chouette. Pareil, j'ai 8 freelances que je vais accompagner pour aller chercher les 48 000 € de chiffre d'affaires annuel. Donc c'est un peu la target qu'on se fixe. Ça va être très chouette. Je vais continuer mes coachings individuels, logiquement, avec les 3 personnes que j'accompagne. Et j'ai un gros accompagnement B2B qui va démarrer aussi, où je vais construire une stratégie marketing pour une app. Donc ça, c'est un truc que j'ai pas encore trop fait jusqu'à présent, mais le challenge est cool. Donc c'est pour ça que j'ai pris la mission, parce que c'est hyper intéressant. Et donc j'ai bossé là-dessus en mars. Voilà. Et dernier point, j'interviens dans le café freelance de freelance.com le 18 mars avec notamment Nina Ramen et Alexis Michela. On va parler de comment muscler ses prix quand on est entrepreneur freelance. Donc ça va être assez chouette. Je vous mettrai le lien pour s'inscrire. C'est un live en direct. C'est un vendredi matin. Donc vous pourrez assister au direct. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est la deuxième de notre série 30 jours en 10 minutes. Bon là, on va faire 30 jours en 20 minutes encore, je pense. Mais donc voilà, comme d'habitude, je vous mets tous les liens en description si vous voulez aller creuser ce que je fais avec grand plaisir. On se retrouve dans un mois pour l'épisode numéro 3, donc sur le mois de mars. Et puis si vous voulez ne pas manquer toutes les annonces que j'ai faites, notamment le défi Vric et le café freelance, et puis tous les projets que je lance également, allez me suivre sur LinkedIn et sur Twitter notamment, et sur Insta si vous voulez. Sur Insta c'est plus à titre perso, parce que je communique tout ça là-dessus. Et évidemment dans la newsletter. Voilà, merci à tous.